Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! ABP Édition présente Ryder Carroll, la méthode Bullet Journal. Comprendre le passé, organiser le présent, dessiner l'avenir. Lu par Mathieu Barabès. Ce livre est accompagné d'une annexe. Bonne écoute. À mes parents pour à peu près tout. À la communauté de Bullet Journal pour son audace. Merci. Ryder. Ne remettons rien au lendemain. Soyons tous les jours quittes envers la vie. Qui sut chaque jour mettre à sa vie la dernière main n'est point à court de temps. Sénèque, lettre à Lucilius. 1. La préparation. Quoi? Pourquoi? Introduction. Le colis mystère est arrivé sans crier gare. Plus étrange encore, l'écriture reconnaissable entre mille de ma mère ornait l'étiquette de ses petites majuscules. Un cadeau surprise sans raison ni occasion particulière? Peu probable. À l'intérieur, j'ai découvert un assortiment disparate de vieux cahiers en piteux état. Perplexe, j'ai saisi le premier qui m'est tombé sous la main par un coin de sa couverture orange fluo, tout gondolé et couverte de graffitis. Une multitude d'illustrations rudimentaires, sorties de l'imagination d'un enfant, constellaient ces pages. Robots et monstres, scènes de combat, dialogues et légendes bourrées de fautes d'orthographe, toutes sortes de... Un frisson m'a parcouru l'échine. C'étaient mes cahiers. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis plongé dans le contenu du carton. C'était plus qu'une simple bouffée de nostalgie. C'était comme se remettre dans la peau d'un moi que le temps avait presque effacé de ma mémoire. Une feuille pliée s'est échappée des pages d'un autre cahier que je venais d'ouvrir. Je l'ai déplié, mu par la curiosité, et mes yeux se sont posés sur une caricature d'homme en colère. Il hurlait si fort que les yeux lui sortaient des orbites et la langue de sa bouche. 2 mots étaient inscrits sur la feuille. L'un, tout petit et timidement niché dans un coin, révélait l'identité du type furibond, un de mes anciens professeurs. L'autre, écrit en caractères larges et irréguliers, désignait l'objet de sa rage, moi. Mes problèmes scolaires ont commencé tôt, dès l'école primaire, avec des notes catastrophiques, des enseignants à bout de nerfs et des professeurs particuliers résignés. Mes résultats étaient tellement inquiétants que j'ai passé une bonne partie de mes vacances d'été à suivre des cours de rattrapage ou dans des cabinets de psychologues. On a fini par me diagnostiquer un trouble du déficit de l'attention. C'était les années 1980, une époque où la coupe mulet suscitait davantage d'intérêt que ma pathologie. Les solutions proposées étaient rares, et celles qui n'étaient pas trop complexes pour être vraiment utiles n'étaient pas adaptées à mon cas. Elles ne faisaient que mettre du sel sur la plaie. Rien ne fonctionnait de la façon dont mon cerveau fonctionnait. Et la plupart du temps, je ne pouvais compter que sur moi-même pour m'en sortir. Le grand fautif était mon manque manifeste de concentration, ou plus exactement mon incapacité à canaliser mon attention sur un seul sujet. J'étais capable de concentration, mais le défi consistait à focaliser mes efforts sur le bon objet et au bon moment. Être à 100% à ce que je faisais. Il suffisait d'un rien pour que mes pensées dérivent, irrésistiblement attirées par les sirènes de la première distraction venue. Au fur et à mesure que je m'éparpillais, les choses à faire s'accumulaient jusqu'à ce que je me sente submergé. Mes notes s'en ressentaient. À force de vivre ça jour après jour, je me suis fait malmener par un cousin, pas si éloigné que ça, de la peur, le doute de soi. Et peu de choses vous déconcentrent autant que les histoires tissées par nos peurs. J'admirais les bons élèves, avec leur attention sans faille et leur cahier minutieusement rempli de notes. Quel était leur secret? J'ai éprouvé une fascination grandissante pour les notions d'ordre et de discipline, des qualités qui me semblaient aussi admirables que lointaines. Je me suis efforcé d'en percer les mystères en organisant pas à pas mon chaos à l'aide de petites astuces conçues pour s'adapter à ma façon de penser. Au prix de beaucoup d'essais et d'autant d'erreurs, j'ai graduellement mis sur pied un système qui fonctionnait et tenait tout entier dans les pages d'un bon vieux carnet. C'était à mi-chemin entre l'agenda, le journal intime, le bloc-notes, le pense-bête et le carnet à dessin. Ça m'a fourni un outil à la fois flexible et intuitif pour hiérarchiser mes idées. Petit à petit,
je suis devenu moins distrait, moins accablé par le poids de mes pensées, et bien plus productif. Surtout, j'ai compris que j'étais capable d'y arriver. Lentement mais sûrement, la chape de plomb du doute de soi a commencé à s'alléger. En 2007, je travaillais en tant que graphiste web pour une grande marque de mode, dont le siège était niché au cœur de Manhattan, parmi les néons de Times Square. J'avais trouvé ce boulot grâce à une amie qui bossait là, et qui avait par ailleurs le plus grand mal à organiser son mariage. Son bureau disparaissait sous une épaisse couche de feuilles volantes, de post-it et de bloc-notes. On aurait dit un de ces repères de psychopathes qu'on voit dans les séries policières. Cela faisait déjà un moment que je cherchais un moyen de la remercier de m'avoir trouvé ce travail, lorsqu'un jour, alors que je l'observais une fois de plus sonder le désordre de son bureau, à la recherche d'une note qui jouait à cache-cache, je lui ai proposé à brûle-pourpoint de lui montrer la façon dont j'utilisais mon carnet. Elle s'est tournée vers moi, haussant un sourcil intrigué. Et puis, à ma grande surprise, matinée de panique, elle a accepté ma proposition. Aïe, dans quoi m'étais-je fourré ? Partager mon carnet était comme offrir à quelqu'un une vue imprenable sur l'intérieur de mon crâne, ce qui, bref. Quelques jours plus tard, nous sommes allés boire un café en sortant du travail. Mes explications maladroites ont pris un bon moment. Révéler la façon dont j'organisais mes pensées m'a plongé dans un profond sentiment de vulnérabilité. Les symboles, les techniques, les gabarits, les cycles, les listes. En web design, les gabarits sont des patrons de mise en page. Pour moi, c'était autant de béquilles inventées pour soutenir un cerveau défectueux. J'ai évité de croiser son regard pendant toute la durée de mon exposé. Quand j'ai enfin osé lever les yeux, son expression perplexe a confirmé mes craintes. Mais au terme d'un insoutenable suspense, elle a prononcé ces mots. « Il faut que tu partages ça avec d'autres personnes. » Après cette première présentation teintée de malaise, beaucoup d'autres encouragements furent nécessaires pour me convaincre de divulguer ma méthode. Mais, au fil du temps, je me suis surpris à répondre aux questions de graphistes, de développeurs, de chefs de projet ou encore de comptables qui m'interrogeaient sur ce carnet dont je ne me séparais jamais. Certains me demandaient conseil pour organiser leur quotidien et je leur ai montré comment ma méthode pouvait les aider à consigner rapidement tâches, notes et événements à venir. D'autres voulaient se fixer des objectifs et je leur ai montré comment ma méthode pouvait les aider à se projeter dans l'avenir et à élaborer des plans d'action. D'autres encore trouvaient simplement qu'ils se dispersaient trop, et je leur ai montré comment réunir soigneusement l'ensemble de leurs notes et projets dans un seul et unique carnet. L'idée que ces solutions esquissées au fil des ans puissent s'appliquer à un si large éventail de problématiques ne m'était jamais venue à l'esprit. Si quelqu'un avait un besoin spécifique, il était simple d'adapter une de mes techniques d'organisation pour y faire face. J'ai fini par me demander si partager les remèdes que j'avais conçus pour répondre aux défis organisationnels communs pouvait permettre à d'autres d'éviter, ou au moins d'atténuer, cette frustration que j'avais endurée lorsque j'étais plus jeune. C'était bien beau, mais si je devais à nouveau prendre la parole, il n'était pas question de revivre la gêne de mon premier exposé improvisé. J'ai formalisé et rationalisé mon système d'organisation, ne conservant que les techniques qui s'étaient révélées les plus efficaces au fil des ans. Puisque rien de vraiment comparable n'existait encore, j'ai dû inventer un nouveau langage avec son propre vocabulaire. Il devenait ainsi beaucoup plus facile d'enseigner ma méthode, mais aussi, du moins l'espérais-je, de l'apprendre. À présent, il me fallait un nom, quelque chose qui évoquait sa rapidité d'utilisation, son efficacité, son héritage et sa raison d'être. Je l'ai appelé le Bullet Journal. En anglais, bullet signifie à la fois balle d'arme à feu et puce typographique, mais aussi solution, recette miracle, lorsqu'il est accolé au mot magic. Magic, bullet. On notera également que le TGV japonais est connu aux États-Unis sous l'appellation Bullet Train, et que le Bullet Journal doit beaucoup à la culture japonaise. Après ça, j'ai créé un site web qui proposait des tutos pour aider les utilisateurs à s'approprier la méthode fraîchement revue et corrigée du Bullet Journal. Bujo, de son petit nom. J'ai souri quand le site a atteint les 100 visiteurs uniques. Pour moi, c'était mission accomplie. C'est alors que s'est produit l'impensable. Lifehack.org a parlé de bulletjournal.com. Lifehack.org est un site internet populaire aux États-Unis dont le slogan est « Aide, astuces et conseils pour améliorer la vie sous tous ses aspects ». Puis lifehacker.com. Lifehacker.com est un blog très fréquenté aux États-Unis, plus de 20 millions de visiteurs chaque mois, qui s'intéressent aux outils permettant de gagner du temps, d'être plus productif et d'une manière générale, de se simplifier la vie. Et bientôt, Fast Company, s'en sont fait l'écho, magazine d'affaires qui traite également de technologie. À partir de là, mon tuto vidéo est devenu viral.
Le site est passé de 100 à 100 000 visiteurs uniques en l'espace de quelques jours seulement. Des communautés virtuelles, créées autour du Bullet Journal, se sont multipliées sur Internet. À ma stupéfaction, des gens partageaient ouvertement la façon dont ils s'y prenaient pour surmonter des problèmes très personnels. D'anciens combattants disaient mieux vivre avec leurs troubles de stress post-traumatique grâce au journal quotidien qu'ils tenaient dans leur bojo. Des gens atteints de troubles obsessionnels, compulsifs, expliquaient leurs techniques pour mettre à distance leurs pensées envahissantes. J'étais touché d'entendre des élèves souffrant comme moi d'un trouble du déficit de l'attention raconter comment leurs résultats scolaires s'étaient améliorés et leur angoisse s'était calmée. Dans l'univers souvent fielleux des communautés en ligne, ces gens réunis autour du Bullet Journal créaient des espaces d'échange incroyablement positifs au sein desquels les jugements s'effaçaient au profit d'un soutien mutuel, tous étant aux prises avec des défis différents qu'ils relevaient avec le même outil. La rencontre entre Sandy et le Bullet Journal a eu lieu en mai 2017, lorsqu'elle est tombée sur une vidéo publiée sur Facebook. L'attention constante que réclame un tout petit garçon l'a privée du sommeil nécessaire, faisant d'elle une femme distraite et désorganisée, des adjectifs que son entourage n'aurait pas, en temps normal, utilisés pour la décrire. Ses pensées se chevauchaient dans un désordre inextricable. A-t-il assez dormi? Ses vaccins sont-ils à jour? C'est quand déjà la date limite pour remplir le formulaire d'inscription à la maternelle? Chaque fois qu'elle rayait mentalement une tâche accomplie, une autre surgissait à sa place. Elle se sentait stressée, démoralisée. D'autres mamans connaissaient-elles des moyens de s'en sortir qu'elle ignorait? Alors, quand elle a entendu parler d'un système d'organisation qu'on pouvait mettre en place à l'aide d'un simple carnet et d'un stylo, elle s'est dit qu'elle n'avait rien à perdre. La première étape a été la création d'un tableau récapitulatif de tout ce qu'elle devait faire au cours du mois. Puis elle a inscrit l'emploi du temps des membres de sa famille, chacun dans une colonne séparée. Tous avaient des horaires de travail différents. Elle a eu l'impression de pouvoir enfin mettre les montagnes russes sur pause, le temps de voir qui serait où au cours des 4 semaines à venir. C'était effrayant de songer que l'un d'entre eux pourrait aisément oublier d'aller chercher son petit garçon à la maternelle, lorsqu'il serait scolarisé. Manifestement, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il finisse par négliger quelque chose d'important. D'un geste décidé, Sandy a tracé une nouvelle colonne dans son carnet et y a noté les événements à venir et les anniversaires, de manière à pouvoir les embrasser d'un seul coup d'œil. Dans son livre de compte mensuel, elle a dressé une liste des factures à régler avec leur date limite de paiement et le montant déboursé. Elle a également ajouté des cases journalières pour assurer le suivi de ses habitudes et de ses objectifs, ou juste pour y écrire une note, lui rappelant de faire une pause et de respirer. Écrire à la main était curieusement apaisant. Pourtant, Sandy ne voulait pas se faire trop d'illusions. Tant d'autres méthodes lui avaient promis de réveiller la femme organisée qui sommeillait en elle, sans toutefois apporter d'amélioration à long terme. Sandy est passée à l'étape suivante. Le but des nouvelles instructions était de l'aider à conserver une vision d'ensemble. Quelles étaient ses aspirations pour l'année à venir? Sur sa page Objectif annuel, elle a osé noter un projet personnel qui lui tenait à cœur, une idée qu'elle caressait timidement depuis des années, mais qui ne s'était jamais concrétisée. Son trouble obsessionnel compulsif sabotait-il sa détermination à trouver enfin le temps de s'adonner à sa passion du dessin et du lettrage créatif? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Ou était-ce simplement qu'elle était débordée? En tout cas, elle avait conscience de ne pas exploiter pleinement son potentiel. Au cours des semaines suivantes, prendre quelques minutes pour consulter ou alimenter son carnet lui est devenu aussi naturel que de se brosser les dents. Ça peut paraître tout bête, mais rayer les tâches effectuées la motivait. Le nombre de choses à faire chaque jour n'était donc pas infini. Plus aucune facture n'a été oubliée. Fini les longs mots d'excuses pour se justifier après un anniversaire manqué. Autre surprise, l'agencement du Bullet Journal lui rappelait que ses tâches les plus triviales contribuaient à la réalisation d'un ensemble plus ambitieux. Les pages consacrées à ses objectifs mensuels et annuels lui prouvaient jour après jour qu'elle savait où elle allait. Son astuce était d'ajouter un petit projet personnel, disons un quart d'heure de lettrage créatif, à chacune de ses feuilles de route quotidienne et de commencer la journée par cette activité. Elle parvenait toujours à se ménager une quinzaine de minutes si elle les prenait avant de consulter son portable. C'était comme si le temps s'étirait. Sandy s'était lancée dans l'aventure du Bullet Journal parce que la désorganisation de sa vie lui donnait l'impression de devenir folle, mais elle s'est vite rendue compte que les bénéfices qu'elle en tirait dépassaient ses espérances.
Depuis toute jeune, elle souffrait de démartillomanie, également connue sous les noms d'acné excorié ou de grattage compulsif, une pathologie dont elle avait eu honte toute sa vie. Dans son cas, la sensation de démangeaison se concentrait principalement au niveau des doigts. Elle avait parfois dû annuler des rendez-vous ou des entretiens d'embauche, tant l'aspect de ses mains lui semblait hideux. La douleur l'empêchait souvent de dormir. Les objets lui échappaient sans cesse des doigts et réaliser les tâches les plus simples devenait un cauchemar. Par exemple, elle demandait toujours à sa mère ou à son mari de presser les citrons lorsqu'elle préparait un thé, pour s'épargner la douleur cinglante provoquée par le jus acide. Elle tenait son bullet journal depuis quelques mois lorsqu'elle s'est retrouvée dans la cuisine, les yeux noyés de larmes. Elle les abaissait vers ses mains qui pressaient enfin un citron, soudain consciente que la peau de ses doigts n'était plus à vif. Chaque phrase écrite, chaque lettre tracée, chaque note consignée lui avait occupé les mains et leur avait permis, lentement mais sûrement, de cicatriser. Pour célébrer ça, elle a consacré une page de son journal à cet événement. Bujoter, tenir son bullet journal, bujo, on peut aussi utiliser les termes bujotage et bujoteuse, bujoteur. Bujoter l'a non seulement aidé à organiser sa vie, à effectuer un suivi de ses actions et à en conserver la trace, mais cela lui a aussi permis d'être créative, de vaincre son TOC, trouble obsessionnel compulsif, et de cesser de se cacher. Je sais le bien que ça fait. Tous ces bullet journalistes, ou budgeteurs, inventifs, résilients et pleins d'enthousiasme qui se sont emparés de ma méthode et l'ont personnalisée selon leurs besoins, ont été pour moi aussi une grande source d'inspiration. C'est en partie à eux que je dois l'écriture de ce livre. Que vous soyez un bullet journaliste expérimenté ou débutant, la méthode bullet journal s'adresse à tous ceux qui ont du mal à trouver leur place dans ce monde numérique. Elle vous aidera à vous organiser en vous fournissant des outils et des techniques simples, capables d'insuffler clarté, sens et efficacité à chacune de vos journées. Si satisfaisant soit le sentiment d'être organisé, ce n'est que la partie tangible de quelque chose d'infiniment plus profond et précieux. Pendant longtemps, j'ai cru que mon trouble du déficit de l'attention me rangeait dans la catégorie des gens bizarres. Une des choses que la communauté du bullet journal m'a permis de comprendre est que cette pathologie m'a simplement contraint à m'intéresser avant d'autres à un problème devenu une maladie symptomatique de l'ère numérique, le manque de conscience de soi. Nous vivons à l'époque la plus connectée de tous les temps, et pourtant nous perdons de plus en plus le lien avec nous-mêmes. Submergés par un flux ininterrompu d'informations, nous finissons par être surstimulés mais fébriles, surchargés de travail mais insatisfaits, au courant de tout mais exténués. Alors que la technologie s'infiltrait dans le moindre recoin de ma vie, charriant son flot de distractions, ma méthode m'a fourni un refuge pré-numérique dont l'aide s'est avérée inestimable pour définir et focaliser mon attention sur ce qui comptait vraiment. Aujourd'hui, innombrables sont ceux pour qui le bullet journal est devenu un outil essentiel pour ralentir le rythme, se retrouver, explorer leur potentiel, autrement dit, pour reprendre le contrôle de leur existence. En 2015, Anthony Goriti, un designer timide, a quitté un poste peu épanouissant en studio pour travailler en freelance. Il rêvait de se mettre à son compte depuis des années. Toutefois, la nécessité accrue d'être performant dans son travail et le besoin de structurer son temps l'ont pris au dépourvu. Il a essayé quelques applications pour mieux s'organiser, mais aucune d'elles n'était suffisamment flexible pour lui. Il s'est alors mis à utiliser des carnets en guise de pense-bête, mais c'était le bazar. Des clients l'appelaient à l'improviste et il devait fouiller fébrilement le contenu de 6 carnets différents pour essayer de retrouver ce dont il avait besoin. Il savait qu'il avait noté ça quelque part. Mais où? Tous ces moments de panique entamaient son capital de confiance. N'étant pas d'une nature à se mettre en avant, Anthony avait déjà du mal à se vendre aux clients potentiels. Et voilà qu'un tas de nouveaux obstacles se greffaient les contrats qu'il parvenait malgré tout à signer. Il s'est demandé si, à bien y réfléchir, se mettre à son compte n'avait pas été une erreur. C'est alors qu'Anthony s'est vaguement souvenu de la vidéo d'un type qui ne jurait que par une sorte de journal de bord super complexe dont il vantait les mérites organisationnels. Il s'est mis à taper au hasard des mots-clés étranges dans la fenêtre de son moteur de recherche, jusqu'à ce qu'il finisse par tomber sur le site du bullet journal. Le système était loin d'être aussi difficile à comprendre que dans son souvenir. Il a déniché un carnet encore vierge et a commencé à consigner tout ce qu'il devait faire dans les pages de son nouvel outil. Quelques changements se sont produits. Il est devenu beaucoup plus à l'écoute de lui-même. Il s'est rendu compte qu'il adorait faire des listes de tâches et qu'il aimait encore plus rayer celles qu'il venait d'effectuer. Le mieux dans tout ça, c'est qu'il s'est remis à croire en lui. Dans l'espace clair et bien ordonné de son carnet, la confiance trouvait suffisamment d'espace pour prendre racine et se développer.
Avoir tout de suite, sous les yeux, lui donnait l'aplomb nécessaire lorsqu'il avait un client au téléphone. En étant bien préparé et donc en mesure de donner des réponses précises à ses interlocuteurs, il s'est senti davantage dans la peau d'un artisan et moins dans celle d'un commercial. Le bullet journal lui a fourni un cadre pour mieux exploiter son potentiel. C'est une des facettes essentielles de ma méthode. Elle aide à cultiver le sens de soi, à la fois dans et hors de la sphère professionnelle. Au-delà d'un simple moyen d'organisation, coucher sur le papier les détails importants d'une vie aide les gens à rétablir le lien avec eux-mêmes et avec les choses qui leur tiennent à cœur. Je passe désormais une grande partie de mon temps à échanger avec d'autres bullet journalistes comme Sandy et Anthony et à répondre aux questions de la communauté. Nombreux sont ceux qui cherchent à élargir les fonctionnalités de leur bullet journal. D'autres vont plus loin et veulent relever des défis universels que la frénésie du monde contemporain ne fait qu'amplifier. Dans ce livre, je m'efforcerai de traiter ces questions et de montrer comment un simple carnet peut se révéler riche de solutions. La méthode bullet journal comprend 2 parties, le système et la pratique. Nous nous intéresserons d'abord au système, pour vous apprendre à transformer votre carnet en puissant outil organisationnel. Puis nous nous pencherons sur la pratique, mélange de traditions philosophiques qui définit à la fois les contours d'une vie intentionnelle, une existence productive et délibérée, et les moyens de la mener. Le bullet journal, méthode de l'ère anthologique conçue pour l'ère numérique, est le résultat de mes efforts pour traduire ce savoir ancestral en conduite consciente de notre quotidien. En vous aidant à comprendre le passé et à organiser le présent, le bullet journal vous permettra de dessiner votre avenir. Lorsque j'ai imaginé ce système, je cherchais simplement un moyen de relever les défis qui se présentaient à moi. Mais il a mûri et ses réglages se sont affinés avec le temps, pour devenir aujourd'hui ce système d'exploitation personnelle qui a profondément amélioré ma vie. J'espère qu'il en fera autant pour vous. La promesse. La vie est devenue trop trépidante. C'est comme si mon existence n'était plus qu'un pense-bête sans fin. J'ai oublié mes rêves, mes objectifs. Mais et si j'étais capable de... Amy Haynes. Le bullet journal a pour mission de nous aider à prendre conscience de la façon dont nous utilisons nos 2 ressources les plus précieuses, notre temps et notre énergie. Puisque vous avez décidé d'investir l'un et l'autre dans l'écoute de ce livre audio, la moindre des choses est de commencer par mettre l'accent sur les bénéfices que vous allez en tirer. Pour résumer, la méthode bullet journal va vous aider à en faire plus en vous dispersant moins. En vous débarrassant de tout ce qui est insignifiant, elle vous permettra d'identifier et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment y parvient-elle? En réunissant productivité, pleine conscience et intentionnalité dans une même structure souple et évolutive, mais surtout pratique. Regardons de plus près ce qui se cache derrière ces 3 notions. La productivité. Vous arrive-t-il de vous sentir accablé par vos nombreuses obligations? Parfois, la vie prend des airs de jeu de la taupe, une version infernale où d'incessantes corvées, rendez-vous, emails et autres SMS remplaceraient l'animal jaillissant de son trou. La folie multitâche de vos journées vous contraint à faire les 100 pas dans votre appartement en guise d'exercice physique, tout en discutant sur une application d'appel vidéo avec votre sœur qui vous demande de respirer un peu moins fort. Aucune des obligations qui vous occupent ne reçoit l'attention nécessaire, et vous vous sentez mal. Vous détestez décevoir les autres tout autant que vous détestez vous décevoir vous-même. Vous avez même rogné sur vos heures de sommeil, les réduisant au strict minimum pour fonctionner. Sauf qu'il y a toutes ces matinées où vous dormez debout façon zombie parce que vous avez réduit vos heures de sommeil au strict minimum. Revenons un peu en arrière. Entre 1950 et 2000, les Américains ont augmenté leur productivité de 1 à 4% chaque année. Pourtant, depuis 2005, cet essor a connu un ralentissement dans les pays développés, avec une baisse constatée aux États-Unis en 2016. Et si, au bout du compte, toutes ces nouvelles technologies qui nous promettent des solutions presque illimitées pour occuper nos journées ne nous rendaient pas plus productifs? Une des raisons qui pourrait expliquer la baisse de notre productivité est la paralysie que finit par provoquer le trop-plein d'informations. Comme l'écrit Daniel Levitin dans L'Esprit organisé, édition Héloïse d'Ormesson, 2018, cet excès nuit davantage à notre concentration que la fatigue ou la consommation de cannabis. Dans ces conditions, on comprend aisément que pour être plus productif, il nous faut juguler le déferlement de distractions numériques. Nous avons besoin de débrancher, au moins un moment, pour pouvoir rester aussi efficace que possible.
C'est là que le Bullet Journal, solution prénumérique, entre en jeu. En choisissant de confier l'organisation de votre temps à un outil déconnecté, vous allez créer l'espace hors ligne indispensable pour traiter les vagues d'informations qui inondent quotidiennement votre cerveau et pour vous concentrer sur l'essentiel. En ouvrant votre carnet, vous mettez le monde frénétique dans lequel vous évoluez sur pause. Vous permettez à votre esprit dépassé de s'extraire de l'agitation et de rattraper son retard. La brume qui vous entoure se dissipe et vous pouvez enfin poser un regard plus clair sur votre existence. Nous avons tendance à bricoler, selon les besoins du moment, des moyens pour s'organiser. Une pincée de cette application, un zeste de cet agenda, avec le temps, ça dégénère en amas cauchemardesques aux allures d'usine à gaz, une prolifération incontrôlée de post-it, d'emails et d'applis diverses. Une solution approximative qui entretient la sensation d'être en permanence au bord de la rupture. On perd un temps fou à se demander où l'information doit être notée, puis à la retrouver quand on en a besoin. L'a-t-on consigné dans une application de type bloc-notes ou sur un post-it? Et, d'ailleurs, où est passé ce fichu post-it? Tant de bonnes idées, de pensées précieuses ou d'importantes notes qu'on s'adresse à soi-même sont victimes d'un bout de papier égaré ou d'une application dépassée. Un manque d'efficacité qui entrave votre capacité d'action, mais qui peut aisément être évité. Le Bullet Journal a été conçu pour être votre référentiel unique de contenu. Cette expression issue du monde informatique signifie simplement que vous n'aurez plus à vous demander sans cesse où se trouvent vos pensées. Le Bullet Journal va vous aider à vous désencombrer l'esprit pour vous permettre d'examiner vos idées avec davantage de recul et une objectivité accrue. Une fois que vous aurez appris à rassembler vos pensées dans un même et unique espace, nous nous intéresserons à la manière la plus efficace de les classer par ordre de priorité. Tous les gens qui vous contactent par téléphone, email ou SMS veulent une réponse immédiate. Au lieu de définir nos priorités à l'avance, nous nous contentons bien souvent de réagir au coup par coup aux événements que nous impose la vie, au risque de nous débattre dans un océan toujours plus vaste d'obligations. Laisser le flot des sollicitations extérieures définir nos priorités, c'est prendre le risque de s'y noyer, de passer à côté des opportunités qui se présentent à nous. Adieu la possibilité d'améliorer la moyenne générale, d'obtenir cette promotion, de courir ce marathon, de lire un livre tous les 15 jours. Le Budjo vous met aux commandes de votre vie. Avec lui, vous apprendrez à répondre au lieu de réagir. Le Bullet Journal vous donnera les armes pour vous lancer à l'assaut des défis que vous propose ou vous impose la vie et à transformer vos projets indistincts en buts chargés de sens, à les scinder en objectifs plus modestes et plus simples à gérer, les sprints, et à agir efficacement. Quelle est la prochaine étape pour améliorer ma moyenne générale ce trimestre? Exceller dans toutes les matières? Non. Avoir une approche plus granulaire du problème. Dans quelle matière suis-je à la traîne? Granulaire, terme utilisé dans le monde informatique et marketing. L'approche granulaire prend en compte tous les niveaux possibles de configuration. Ici, tous les niveaux d'un problème. Quel est mon prochain devoir dans cette matière? Une dissertation. D'accord. Quel livre dois-je lire avant d'écrire cette dissertation? Emprunter ce livre à la bibliothèque. Voilà ce que j'ai de plus important à faire pour le moment. Et le petit travail supplémentaire qui pourrait encore augmenter ma moyenne dans cette matière où je brille déjà? Perte de temps. Dans ce livre, je vous ferai découvrir des techniques scientifiquement prouvées capables de transformer n'importe quel carnet en puissante machine à révéler les opportunités et à éliminer les distractions, de sorte que vous puissiez consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment. La pleine conscience. Inutile de sortir les sitars et les bâtons d'encens, rassurez-vous. Lorsqu'on parle de pleine conscience, on désigne généralement la conscience aiguë de l'instant présent. Il n'y a rien de mal à vouloir être productif, mais le Budjo n'a pas été conçu pour vous aider à tourner le plus vite possible dans une roue de hamster. Nous vivons à une époque où la technologie nous offre un éventail presque infini de manières d'occuper nos journées. Comme à bord d'un avion, lorsque vous regardez le monde défiler à plus de 900 km/h, sans avoir la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez vraiment. Avec un peu de chance, vous distinguerez peut-être un océan qui scintille quelque part sous vos pieds ou des éclairs zébrant le ciel entre les masses sombres de 2 nuages lointains. Mais dans l'ensemble, nous restons des passagers à demi conscients qui tuent le temps en attendant le moment crispant où l'avion entamera sa descente. Si la véritable destination est le voyage en lui-même, comme ont coutume de le dire ceux qui s'attachent à vivre dans le moment présent, nous devons apprendre à devenir de meilleurs voyageurs.
Et pour devenir de meilleurs voyageurs, nous devons tout d'abord apprendre à nous repérer et à nous orienter. Où êtes-vous aujourd'hui? Est-ce bien là que vous souhaitez être? Si la réponse est non, pourquoi voulez-vous passer à autre chose? Pour savoir où on est, il faut commencer par savoir qui on est. La pleine conscience, c'est ouvrir chaque jour les yeux sur ce qui est là, juste sous notre nez. Cela permet de comprendre plus en profondeur quelle personne nous sommes, quel est le chemin parcouru et ce que nous désirons accomplir. Sur le plan neurologique, le fait d'écrire à la main ancre notre esprit dans le moment présent, et cela plus que n'importe quel autre moyen de saisir des informations. Or, c'est en vivant le moment présent que nous apprenons à nous connaître. Joan Didion, fameuse adepte des notes manuscrites, a commencé à coucher ses pensées sur le papier à l'âge de 5 ans. Elle estimait que les carnets sont un des meilleurs antidotes à la distraction du monde. Nous oublions bien trop vite ce que nous pensions ne jamais oublier. Nous oublions les amours comme les trahisons. Nous oublions ce que nous avons chuchoté et ce que nous avons hurlé. Nous oublions qui nous étions. Il est donc judicieux de garder un lien, et il me semble que la raison d'être du carnet de notes est de devenir le gardien de ce lien. Et c'est tout seul que nous franchissons ce pont vers nous-mêmes. Vos carnets ne m'aideront jamais, et les miens ne vous aideront pas davantage. Pour ceux d'entre vous qui sont des enfants de l'ère numérique, n'ayez crainte. Chassez de votre esprit l'image du personnage dickensien griffonnant dans une mansarde, voûté sur son bureau à la lumière vacillante d'une bougie. Non, dans ces pages, vous apprendrez à capturer vos pensées, rapidement et efficacement. Vous apprendrez à tenir un journal à la vitesse du monde d'aujourd'hui. Nous allons examiner diverses techniques qui aideront à prendre l'habitude de se poser ce genre de questions, de sorte à ne plus se noyer dans le train-train quotidien. Autrement dit, la méthode Bullet Journal permet de rester pleinement conscient du pourquoi et du quoi de ses actions. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons, afin d'avancer sur le chemin d'une vie plus intentionnelle. L'intentionnalité. Songez à un livre, un discours ou une citation qui vous a profondément touché ou qui a changé le regard que vous portez sur le monde. De sages paroles qui vous ont inspiré, qui contenaient tant de promesses. Tout ce que vous aviez à faire était de suivre les préceptes de ce nouveau savoir et les choses allaient devenir plus simples, plus claires. Enfin, vous alliez avoir davantage de prise sur votre vie. En un mot, tout serait mieux. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces paroles pleines de sagesse? Combien d'entre elles jouent-elles encore un rôle dans votre vie? Pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan pratique. Êtes-vous devenu quelqu'un de meilleur? Un meilleur ami? Un meilleur conjoint? Êtes-vous parvenu à garder la ligne? Êtes-vous plus heureux? Il est probable qu'il ne demeure plus beaucoup de traces de ces résolutions dans votre vie quotidienne, voire aucune. Ce n'est pas que ces paroles étaient vides de sens, mais elles se sont étiolées au fil des jours. Leur message n'a pas passé l'épreuve du temps. Pourquoi donc? Le rythme effréné de nos vies bien remplies creuse petit à petit un fossé entre nos actions et nos aspirations. Nous avons tendance à suivre le chemin qui oppose le moins de résistance, au risque de perdre de vue les choses qui nous importent vraiment. Modifier son comportement peut se révéler inconfortable. Cela demande des efforts et de la discipline. Mais comme vous le dira n'importe quel athlète, un muscle a besoin d'être travaillé, encore et encore, pour se développer. La meilleure façon de pratiquer cet entraînement, de se forger une nouvelle habitude, est de l'inclure dans une routine solide, c'est-à-dire capable de durer dans le temps. Si oublier de méditer un matin ou trouver une excuse pour rater un cours de yoga ne porte pas à conséquence, ignorer nos obligations quotidiennes peut avoir d'immédiates et sérieuses répercussions. Pour rester fidèle à ces bonnes résolutions, il faut qu'elles s'intègrent parfaitement à notre emploi du temps. Et si nous disposions d'un mécanisme qui soutiendrait nos aspirations tout en facilitant notre organisation quotidienne? La méthode Bullet Journal fonctionne à la manière d'une passerelle entre vos convictions et vos actions en plaçant vos aspirations au cœur de votre quotidien. Par exemple, Amy H. a constaté que ses collections personnalisées, un sujet qu'on abordera plus tard, l'aidaient à se débarrasser du sentiment de découragement qu'elle éprouvait face à ses interminables listes de tâches, mais aussi à ne pas perdre de vue ce qu'elle voulait vraiment faire. Elle s'est servie de son Bullet Journal pour garder un œil sur des idées destinées à développer son affaire, des auteurs qui avaient peut-être des choses à lui apprendre, des applis qui pouvaient l'intéresser et même de nouvelles sortes de thé qu'elle souhaitait essayer. Le Bujo lui a permis de conserver à portée de main toutes ces choses qui comptaient pour elle et qui avaient fini par disparaître dans le désordre d'une vie désorganisée. L'autodidactisme est une des pierres angulaires de cette méthode. En budgetant, vous cultivez automatiquement l'habitude d'être à l'écoute de votre ressenti. C'est là, dans cet examen quotidien de votre vie intérieure, que vous commencerez à définir ce qui est important, le quoi, les raisons pour lesquelles c'est important, le pourquoi, et la meilleure façon d'aller vers ce qui compte pour vous, le comment. Le rappel bienveillant et régulier de ces informations éclairantes vous aidera à traduire vos convictions en action, où que vous soyez.
dans une salle de réunion, une salle de classe ou même dans la salle des urgences. Des bootjoteurs ont trouvé des boulots de rêve, ont fondé leur société, ont mis fin à des relations destructrices, sont partis vivre ailleurs ou, dans certains cas, ont simplement amélioré l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes grâce à la pratique quotidienne d'une introspection encouragée et encadrée par le Bujo. Les lignes directrices que vous fournit cette méthode condensent le savoir de traditions issues des 4 coins du monde. Comme un prisme inversé, le Bullet Journal s'inspire de ces traditions pour en dégager un unique faisceau lumineux qui vous aidera non seulement à vous situer, mais éclairera aussi le chemin restant à parcourir. En vous initiant à l'art d'une vie intentionnelle, le Bujo vous permettra de prendre le pouvoir sur votre existence, de passer du statut de passager à celui de pilote. Le guide. Le Bullet Journal n'est pas seulement le compagnon des bons jours. Il a été à mes côtés dans la souffrance comme dans la joie, tout au long des saisons de ma vie. Il a servi de nombreux maîtres qui se sont succédés en moi. Et l'étudiant, le stagiaire, le jeune homme au cœur brisé, le graphiste et bien d'autres encore. Il s'adapte aux phases de ma vie. J'ai entrepris d'écrire ce livre avec l'idée de créer quelque chose qui pourrait vous servir de la même façon. J'ai voulu faire de cet ouvrage le camp de base de votre bujotage, à la fois repère et repère. Il est là pour vous aider à préparer votre première ascension et vous accueillir à votre retour, quand vous aurez besoin de vous reposer, de vous ravitailler et de faire les ajustements nécessaires avant de reprendre la route. Pour ceux qui se lancent dans l'aventure, s'il s'agit de votre première expérience avec le Bullet Journal, soyez le bienvenu. Merci infiniment de passer du temps en ma compagnie. Pour tirer le meilleur parti de ce livre, je vous encourage à suivre son déroulement de façon linéaire, du début à la fin. Nous allons utiliser le pouvoir de l'écriture manuscrite pour vous aider à assimiler le système plus rapidement. Vous n'aurez besoin que d'une feuille de papier et d'un carnet vierge, ainsi que d'un stylo. Si cet ouvrage était une école de cuisine et que vous étiez un apprenti cuisinier, la première et la deuxième partie vous aideraient à devenir un bon chef de partie. Vous y apprendrez le nom des éléments qui composent le système et comment les utiliser. Dans la troisième et la quatrième partie, nous passerons à la pratique. C'est là que vous apprendrez à devenir un chef digne de ce nom. Vous découvrirez les sources et les savoirs dans lesquels le Bullet Journal puise ses ingrédients, de sorte que vous puissiez les faire vôtres et personnaliser la méthode afin qu'elle réponde à vos besoins. Pour les bootjoteurs chevronnés et tous ceux qui le deviendront un jour, les chapitres sont conçus comme des collections indépendantes, calquées sur la structure du système que j'ai imaginé pour le Bullet Journal. Si vous êtes à l'aise avec le vocabulaire Bujo, vous devriez pouvoir écouter le livre à n'importe quel chapitre qui suscite votre attention. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans la deuxième partie. Si vous êtes là pour rafraîchir vos connaissances, cette dernière traite en détail du système que vous connaissez et appréciez. C'est là que nous nous penchons sur chacune des collections et des techniques principales, celles qui constituent le cœur du Bujo, dévoilant à la fois le raisonnement et l'histoire qui sont à l'origine de leur conception. Puis, dans la quatrième partie, nous appliquerons tous ces procédés à un projet fictif. Ce sera l'occasion d'apprendre à élargir le système et à le personnaliser davantage encore. Le système en lui-même n'est toutefois qu'une facette de ce qui constitue la méthode Bullet Journal. Les 2 premières parties du livre se consacrent au comment bujoter. Les parties suivantes s'intéressent au pourquoi bujoter. Si vous tenez un Bullet Journal depuis un moment, vous savez sans doute déjà qu'il peut vous apporter davantage qu'un simple moyen d'organiser vos différentes listes. Peut-être vous sentez-vous plus présent aux autres et à vous-même, plus sûr de vous, plus concentré, et même plus inspiré depuis que votre carnet vous accompagne au quotidien. C'est parce que cette méthode se nourrit de diverses sciences et philosophies qui nous encouragent à vivre de façon plus intentionnelle. Dans ce livre, je vais lever le rideau et dévoiler pourquoi le Bullet Journal a un tel effet sur ceux qui l'utilisent. Cette mise en perspective ne se contentera pas de vous conforter dans le choix que vous avez déjà fait. Elle peut faire entrer votre bujotage dans une toute nouvelle dimension. Quel que soit votre niveau, du novice à l'utilisateur confirmé, ce livre est une plongée au cœur de l'expérience Bullet Journal, là où la pleine conscience rejoint la productivité pour vous aider à modeler la vie que vous avez vraiment envie de mener. La suite, la préparation. Le pourquoi. Vivre une vie intentionnelle est l'art de faire ses propres choix avant que les choix des autres ne déterminent ce que nous sommes. Richie Norton. Ma première start-up, Paint a Peak, est née dans un cagibi rempli de milliers de pots de peinture de la taille d'un dé à coudre. La société proposait de transformer n'importe quelle photographie en tableau grâce à un kit personnalisé de peinture par numéro livré avec un châssis entoilé.
des pots de peinture et des pinceaux. À l'époque, j'avais également un travail à plein temps qui m'occupait une bonne partie de la journée, et Paint-A-Pic a été entièrement fondé à coups de soirées et de week-ends sacrifiés. Mon travail régulier me plaisait jusqu'à ce qu'une nouvelle direction mette un terme au projet créatif qui, à mes yeux, faisait tout l'intérêt de cet emploi. Le temps passant, la vision des nouveaux responsables est devenue si restrictive que j'ai eu le sentiment de ne plus rien apporter à l'entreprise. En revanche, l'impact que je pouvais avoir sur la réussite de Paint-A-Pic ne dépendait que de l'investissement que j'étais prêt à consentir pour le projet. Alors j'ai mis ma vie sociale entre parenthèses pour donner sa chance à Paint-A-Pic et je me suis retroussé les manches. Mon associé sur ce projet avait persuadé son employeur de nous louer un minuscule débarras inutilisé pour y installer ce que j'ose à peine appeler nos bureaux. Cette pièce sombre, avec le carreau dépoli d'une fenêtre borgne pour seule source de lumière naturelle, a englouti nos soirées et nos week-ends pendant près de 2 ans. Des milliers de décisions ont été prises dans cet espace exigu qui me faisait songer à la cavité crânienne d'un cyclope. Le moindre détail, jusqu'au nombre de poils des pinceaux, a été débattu ad nauseam. Finalement, le moment tant attendu est arrivé. Le jour du lancement de notre site marchand. Les commandes se sont enchaînées et l'argent a commencé à rentrer. Nos comptes étaient dans le vert dès les premiers jours, sans le moindre investissement extérieur. C'est rare pour une start-up. De l'avis général, c'était un modeste succès. J'ai été l'un des premiers à commander un de nos kits, comme si j'étais un client lambda. Je me souviens de mon excitation quand il est arrivé dans ma boîte aux lettres. J'avais signé le design de ce tube d'expédition, de cet autocollant, de ce logo. Et c'était là, bien réel et prêt à être utilisé. Mais le temps de monter l'unique volet de marche qui menait à mon appartement, j'avais déjà l'esprit occupé par autre chose. J'ai balancé le kit encore emballé dans un coin de la pièce. Il n'a toujours pas été ouvert à ce jour, et la photo d'un carlin, notre mascotte officieuse, attend encore d'être transformée en tableau. Mon soudain manque d'intérêt pour ce que nous venions de créer n'a pas tardé à affecter le management dans l'entreprise. Je me suis senti gagné par un profond sentiment de confusion et de frustration. Sur le papier, j'avais accompli tout ce qui était censé me rendre heureux. J'avais fait de gros sacrifices pour en arriver là. Mais maintenant que j'étais parvenu à mes fins, l'excitation s'était muée en indifférence. Mon associé semblait ressentir la même chose. Le processus de création d'une entreprise, le plaisir de la construire de toutes pièces nous avait aveuglés, masquant une vérité toute simple. La peinture par numéro ne nous intéressait pas vraiment. Certes, le produit que nous avions imaginé apportait quelque chose à nos clients, mais il n'en allait pas de même pour nous. Ni mon associé ni moi n'étions passionnés par ce que nous vendions. Nous étions simplement tombés amoureux du défi entrepreneurial. Combien de fois se retrouve-t-on dans ce genre de situation ? Vous travaillez comme un dingue sur un projet et un sentiment de vide vous attend au bout du chemin. Vous compensez en travaillant encore plus dur. Vous vous dites qu'en ajoutant des heures de boulot à une cadence pourtant déjà déraisonnable, vous aurez peut-être enfin l'impression d'accomplir quelque chose et que vous pourrez pleinement savourer le fruit de votre labeur. Ça n'a franchement rien de drôle de se sentir au plus bas quand vos heures de travail sont au plus haut. Pourquoi cela se produit-il ? Quelle est votre véritable motivation pour soulever des haltères, suivre un régime, travailler si tard ? Essayez-vous de perdre quelques kilos parce que vous vous souciez de votre santé ou vivez-vous une relation sentimentale destructrice qui vous fait perdre confiance en vous ? Peut-être n'avez-vous pas conscience de vous tuer au travail dans le seul but de repousser la conversation difficile qu'il vous faudrait avoir avec votre conjoint. Si c'est le cas, les heures supplémentaires que vous ferez au bureau, si nombreuses soient-elles, ne vous procureront qu'un soulagement passager, parce que vous escaladez la mauvaise montagne. Nos motivations sont largement alimentées par les médias. Les réseaux sociaux qui inondent nos vies charrient en continu des images d'opulence, de fabuleux voyages, de pouvoir, de détente, de beauté, de plaisir et de romance hollywoodienne. Ce trop-plein virtuel s'insinue dans nos consciences, polluant notre sens de la réalité et notre estime de soi chaque fois que nous passons du temps en ligne. Nous comparons nos vies à ces mises en scène artificielles qui finissent par définir nos ambitions et nous vivons dans l'espoir de dénicher un jour le précieux sésame qui nous ouvrira les portes de ce paradis de pacotille. Bien entendu, l'envers du décor se dissimule hors de notre vue. Les mois de préparation, les talents qui trimballent leur boucle de casting en casting, les équipes de tournage, les camionnettes bourrées de matériel de prise de vue garées en double fil, les longues périodes sans travail, l'intoxication alimentaire d'une partie de l'équipe ou les semaines pluvieuses qui interrompent le tournage, les plateaux déserts après le clap de fin. Aveuglés par le flot ininterrompu d'images qui suscitent l'envie, nous passons à côté de l'essentiel. La possibilité de définir ce qui a vraiment du sens pour nous. Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a travaillé plusieurs années dans une unité de soins palliatifs, a demandé à ses patients en fin de vie quels étaient leurs 5 plus grands regrets. Celui qui revenait le plus souvent était de ne pas avoir su rester fidèle à soi-même. Quand les gens comprennent que leur vie est sur le point de s'achever et qu'ils jettent un regard lucide sur ce qu'elle a été, ils contemplent souvent l'étendue de leurs désirs inassouvis. Tant de gens constatent qu'ils ont trahi la plus grande partie de leurs rêves et doivent partir avec la conscience que cet échec résulte des choix qu'ils ont faits ou n'ont pas faits.
En matière de choix, tous les parfums existent. Le bon et le mauvais, le majeur et le mineur, le facile et le difficile, pour n'en citer que quelques-uns. Nous pouvons prendre des décisions de façon désinvolte ou les prendre de façon intentionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie mener une vie intentionnelle? Le philosophe David Bentley Hart définit l'intentionnalité comme la capacité fondamentale de l'esprit à se diriger vers quelque chose, un objet spécifique, un objectif ou une finalité. Ce terme étant un héritage de la scolastique, un courant de la philosophie médiévale, j'aimerais l'adapter et le mettre un peu à jour pour les besoins de ce livre. L'intentionnalité est la capacité de l'esprit à viser quelque chose auquel il trouve du sens et à agir pour se diriger vers cette chose. Si l'intentionnalité signifie agir en accord avec ses convictions, alors son contraire serait se mettre en pilotage automatique. En d'autres termes, savez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites? Nous ne pouvons être fidèles à nous-mêmes si nous ne savons pas ce que nous voulons, le quoi, et, plus important encore, pourquoi nous le voulons. Apprendre à connaître le quoi et le pourquoi de nos actions exige un entretien constant de notre conscience de soi. Ça semble peut-être un peu nébuleux, mais en réalité, cela peut se concrétiser de façon très simple, comme faire attention à ce qui trouve un écho en nous et, c'est tout aussi important, à ce qui n'en trouve pas. Nous devons découvrir ce qui éveille notre attention et titille notre imagination. Lorsque nous identifions ce par quoi nous sommes attirés, ce que vise notre esprit, nous pouvons commencer à dessiner précisément le contour de nos ambitions et de nos aspirations, en les fondant sur de véritables convictions. Quand on croit à ce qu'on fait, on cesse de travailler comme un robot. On devient impliqué, innovant, créatif et présent. Non seulement on travaille plus, mais on travaille mieux, parce que le cœur et le cerveau s'engagent sans réserve au service du projet dans lequel on s'investit. Si cultiver la conscience de soi est un processus sans fin, il n'est pas sans début. Cela commence tout simplement par prendre des nouvelles de soi-même. C'est là que la méthode Bullet Journal entre en jeu. Vous pouvez considérer votre Bujo comme une autobiographie en mouvement. Votre histoire qui s'invente et s'écrit chaque jour. Le Bullet Journal vous permet de voir clairement ce que l'agitation de la vie a tendance à obscurcir. Vous pouvez garder une trace des décisions et des actions qui vous ont conduit là où vous en êtes. Cela vous encourage à apprendre de vos expériences. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'ai-je ressenti sur le moment? Quelle décision ai-je prise par la suite? Jour après jour, vous approfondissez votre conscience de soi en devenant le témoin indéfectible de votre propre histoire. Chaque page améliore votre capacité à distinguer l'important de l'anodin, ce qui a du sens pour vous et ce qui n'en a pas. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont se déroule votre vie, vous aurez développé l'aptitude et la détermination nécessaires pour en modifier la trame, comme l'ont fait Rachel M. et son mari. Je suis une designeuse graphique qui travaille à plein temps à son compte et je consacre aussi quelques heures par semaine à des jeunes en tant qu'animatrice. Tout ça en aidant mon mari pasteur à s'occuper de son ministère. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, lui et moi. Nous aimons la vie maritale. Mais il y a eu tellement de choses à faire, à se rappeler et à planifier dès le lendemain du mariage, ou presque, que nous avons bien cru devenir fous. Mon mari et moi avions beaucoup de mal à communiquer et à rester informés de nos emplois du temps respectifs. Je partais travailler, je faisais les courses sur le chemin du retour, je préparais à manger, je m'occupais du ménage et j'essayais de me souvenir de toutes les autres tâches qu'il me restait à accomplir. Mais c'était déjà l'heure d'aller au lit et la même galère recommençait le lendemain. Pour couronner le tout, nous avons appris que j'avais un problème de thyroïde, ainsi qu'une intolérance au gluten et au lactose. Faire la cuisine est devenu encore plus compliqué. Je perdais pied. Nous avions également du mal à ménager des moments privilégiés en tête-à-tête. Tout le monde sait pourtant que c'est essentiel pour être heureux dans son mariage. Mais mon mari étant pasteur, la plus grande partie de son travail s'effectue le soir et le week-end, et il a du temps libre quand la majorité des gens travaillent. Avec mes horaires classiques, de 9h à 17h et du lundi au vendredi, il était extrêmement difficile de concilier nos horaires pour faire des choses ensemble. De nous deux, c'est moi la plus sociable, mais j'ai fini par me sentir souvent seule à force d'être en week-end pendant qu'il travaillait. Nous savions qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, et nous avons commencé à tout planifier sur nos bullet journal. Nous nous sommes servis des feuilles de route hebdomadaires et mensuelles pour prendre de l'avance sur le planning et mieux anticiper. Ça nous a donné une vision d'ensemble des diverses tâches qui nous attendaient pour mieux repérer à l'avance les périodes où il serait sans doute temps de faire une pause et de bloquer des moments rien qu'à nous. Ça m'a aussi aidé à comprendre que les samedis en couple étaient essentiels pour moi, qu'il m'était nécessaire pour avoir le sentiment de passer assez de temps avec mon mari. Du coup, nous avons fait des efforts pour moduler nos emplois du temps respectifs, de sorte à pouvoir consacrer autant de samedis que possible à notre vie amoureuse. Tenir un bullet journal nous a également permis de faire le point sur nos objectifs personnels. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux célibataires et déjà bien établis dans des activités professionnelles qui nous plaisaient beaucoup. Lorsqu'on aime ce que l'on fait, on consacre généralement une énorme partie de son attention et de son temps à son travail. Et c'était notre cas. Mais malgré l'importance que nous accordons à nos métiers, il nous a fallu apprendre à faire de la place à notre vie de couple.
Nous aurions pu utiliser des calendriers numériques pour synchroniser nos agendas, mais la discipline que demande une méthode à l'ancienne, comme le fait de devoir s'asseoir face à face avec nos carnets, de prendre le temps d'y inscrire à la main les événements à venir, nous a permis d'avoir les conversations qui s'imposaient au lieu d'avancer le nez dans le guidon, aveuglés jour après jour par les sollicitations immédiates. Ça a aussi été l'occasion de partager nos préoccupations, si l'un de nous se mettait à planifier trop de choses en dehors de la maison. Et puis organiser notre vie ensemble, au lieu de chercher à synchroniser de force deux agendas bien remplis, nous a donné le sentiment de former un bloc soudé face aux complications de la vie. Nous pouvons désormais nous épanouir dans notre mariage autant que dans notre travail, et prendre plaisir à aider l'autre à réussir sa vie professionnelle. Aujourd'hui, alors que près de 8 mois se sont écoulés depuis que nous avons commencé notre premier bullet journal, nous parvenons à en faire plus qu'avant dans tous les domaines de la vie. Tout ça avant 20 heures. Grâce au budgetage, j'ai une prise sur ma vie. Je sais ce qui m'attend. J'ai ménagé des plages de temps pour réfléchir et m'assurer que je concentre bien mon énergie sur ce qui compte vraiment. Et j'ai retrouvé une entière confiance dans mon couple, parce que je sais que mon mari et moi sommes sur la même longueur d'onde, que nous travaillons main dans la main pour atteindre des objectifs communs bien définis. Nous les avons inscrits tout au début de nos carnets. Rachel M. Voilà ce que signifie vivre une vie intentionnelle. Ça ne veut pas dire mener une vie parfaite ou exempte de préoccupations, ni faire tout comme il faut. Ce n'est pas non plus une recette du bonheur, même si la joie accompagne souvent ceux qui avancent sur ce chemin. Mener une vie intentionnelle, c'est agir en accord avec ses convictions. C'est écrire une histoire en laquelle vous croyez et dont vous êtes fier d'être le héros. Se désencombrer l'esprit. N'ayez rien chez vous que vous ne sachiez utile ou que vous ne trouviez beau. William Morris. Des études indiquent que nous aurions entre 50 000 et 70 000 pensées quotidiennes. Autrement dit, cela signifie que notre cerveau génère suffisamment de contenu pour concevoir un livre par jour. Oui, vous avez bien entendu, un livre par jour. Mais contrairement au contenu d'un livre, nos pensées ne sont pas minutieusement organisées. Quand on sait qu'elles sont vaguement cohérentes dans le meilleur des cas, on comprend mieux que notre pauvre matière grise ait du mal à mettre un peu d'ordre dans tout ce fatras. Où commencer? Que faire en priorité? Inévitablement, nous nous attaquons à trop de choses à la fois, dispersant notre concentration au point que plus rien ne reçoit l'attention nécessaire. C'est ce qu'on appelle communément être occupé. Mais être occupé ne veut pas nécessairement dire être productif. Pour la plupart d'entre nous, dire « je suis occupé » est une façon acceptable d'avouer que nous avons dépassé nos limites fonctionnelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous manquons de temps parce que nous travaillons sur beaucoup de choses à la fois, et pourtant nombre de ces choses ne sont pas menées à bien. Ce phénomène problématique n'est pas spécifique au XXIe siècle, mais la quantité presque infinie de choix que la technologie met désormais à la disposition de tous l'a considérablement amplifié. Dois-je taper sur le clavier de mon ordinateur, rédiger un SMS, envoyer un email, passer un coup de fil, bloguer, tweeter, skyper ou hurler sur l'assistance numérique de mon smartphone pour parvenir à mes fins, quelles qu'elles soient? Et dans quel ordre faire tout ça? Oh, et avant de m'y coller, je vais devoir mettre à niveau et mettre à jour, redémarrer, me connecter, m'identifier, m'authentifier, réinitialiser mon mot de passe, vider le cache et supprimer les cookies. J'en étais où déjà? Cette liberté de choix est un privilège à double tranchant. Toute décision demande un effort de concentration qui consomme du temps et de l'énergie. L'un comme l'autre sont des ressources limitées et par conséquent extrêmement précieuses. Intéressons-nous maintenant au conseil que Warren Buffett, un des investisseurs les plus brillants de tous les temps, a donné à Mike Flint, le fidèle pilote de son jet privé. La discussion portait sur les projets à long terme de Michael Flint, et Warren Buffett lui a demandé de dresser une liste de ses 25 objectifs professionnels. Après quoi, il l'a prié d'entourer les 5 qu'il considérait comme prioritaires. Quand il a demandé à son pilote les raisons de son choix, Mike Flint a répondu « Eh bien, les 5 objectifs que j'ai entourés sont mes priorités, mais les 20 autres les suivent de très près. Il reste important à mes yeux et je compte travailler dessus de façon intermittente, quand j'aurai un petit moment de libre. Ils ne sont pas aussi urgents que ceux placés en tête de liste, mais j'ai tout de même l'intention de consacrer du temps et de l'énergie à chacun d'entre eux pour leur donner une chance d'aboutir. » Ce qui lui a valu ce commentaire de Warren Buffett. « Mauvaise réponse, Mike. Tu as faux sur toute la ligne. Tout ce que tu n'as pas entouré vient de se transformer en liste d'objectifs à oublier de toute urgence. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas investir une seconde de ton énergie dans ces projets tant que tu n'auras pas mené à bien les 5 que tu estimes prioritaires. » Dans une interview accordée à Vanity Fair, Barack Obama a eu ces mots. Vous remarquerez que je ne porte que des costumes bleus ou gris. En fait, je m'efforce de réduire le nombre de décisions que j'ai à prendre.
Je n'ai pas envie de choisir ce que je mange ou ce que je porte, parce que j'ai tellement d'autres décisions plus importantes à prendre. On retrouve cette façon de procéder chez Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, avec son éternel sweatshirt à capuche gris, ou chez Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui portait son fameux col roulé noir au-dessus d'un blue jean en guise d'uniforme. Leur conscience aiguë des efforts que requièrent des choix incessants les incitait à saisir toutes les occasions de limiter les décisions qu'ils avaient à prendre. Comme l'a écrit le psychologue Roy F. Baumeister, dans son livre Le pouvoir de la volonté, quels que soient vos efforts pour faire preuve de rationalité et de hauteur d'esprit, vous ne pouvez pas prendre décision sur décision sans en payer le prix biologique. La fatigue qui en résulte n'est pas l'épuisement physique tel qu'on l'éprouve d'ordinaire. Vous n'êtes pas conscient d'être fatigué, mais vous êtes à court d'énergie mentale. On appelle cela la fatigue décisionnelle. En d'autres termes, plus vous avez de décisions à prendre, plus il devient difficile de prendre des décisions judicieuses. Voilà pourquoi vous avez plus de chances de faire un repas déséquilibré à l'heure du dîner qu'à celle du petit déjeuner, quand vous démarrez votre journée avec une réserve de volonté encore intacte. Ignorer la fatigue décisionnelle peut vous conduire à fuir la prise de décision. C'est particulièrement vrai pour les choix de vie les plus cruciaux, que nous avons tendance à repousser tant que nous ne sommes pas au pied du mur. Les décisions les plus difficiles à prendre ne disparaissent pas quand on les ignore. Elles attendent, tapis en coulisses, de plus en plus menaçantes au fur et à mesure de nos atermoiements. Quelle université choisir pour mes études? Ai-je vraiment envie de me marier avec cette personne? Dois-je accepter cette nouvelle proposition d'emploi? Lorsque finit par arriver le moment où nous sommes contraints d'arrêter cette grande décision, qui vient s'ajouter aux autres qu'il nous a fallu prendre pour éviter celles qui nous intimidaient, notre capacité de concentration a de bonnes chances d'être sérieusement entamée. Comment s'étonner dans ces conditions de se sentir stressé et angoissé? Comment s'étonner d'avoir le sentiment de perdre pied? Nous tentons de traiter ces symptômes avec de nouvelles distractions. L'alcool, la nourriture, les voyages, le gavage télévisuel, etc. Les programmes que vous avez mis de côté sur votre liste Netflix ont beau être assez nombreux pour vous permettre de rester scotché devant votre écran pendant 4 ans, aucun ne vous tente au moment d'en choisir un. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et vous voilà encore plus stressé alors que vous espériez vous détendre. Pour briser ce cercle vicieux et changer durablement les choses, ce ne sont pas les symptômes que nous devons traiter, mais la cause. Nous devons réduire le nombre de décisions dont nous nous encombrons, de sorte à pouvoir nous focaliser sur ce qui compte vraiment. L'inventaire mental. Pour sortir d'un état de fatigue décisionnelle, pour se libérer de la montagne de choix qui vous écrase, la première étape consiste à prendre de la distance. Vous avez besoin de recul pour ordonner ces choix et les identifier clairement, et c'est en les couchant sur le papier que vous y parviendrez. Pourquoi les écrire? Toute décision, tant qu'elle n'a pas été prise et suivie des faits, reste une simple pensée. Essayez de retenir ces pensées est comme tenter d'attraper un poisson à main nue. Elle vous glisse entre les doigts et replonge dans les profondeurs obscures de votre cerveau. Écrire ces pensées permet de les saisir et de les examiner tranquillement, à la lumière du jour. Les extérioriser, c'est commencer à se désencombrer l'esprit. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.